Et c'est un honneur d'être là ce soir avec vous pour parler du coup de ce livre Paria qui est sorti cette année, en septembre, et qui est mon premier livre en reportage de guerre dans le Donbass. Je me présente très rapidement, j'ai 29 ans, je suis franco-iranien, photographe. C'est mon premier sujet en zone de conflit. Je suis aujourd'hui du coup venu vous présenter ce livre. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu dans la pièce d'à côté. On pourra en discuter par la suite, je serai disponible si certains veulent échanger avec moi à ce sujet-là. Quelques mots rapidement sur le livre. Paria est un projet que j'ai auto-publié cette année, qui est réalisé à la manière d'un carnet, où en fait je donne mes impressions sur la découverte de la guerre, parce qu'une des premières motivations de ce voyage a été de voir de mes yeux ce qu'était la guerre, de me rendre compte de ce que c'est une catastrophe humanitaire, de me rendre compte de comment vivent les gens dans une zone de conflit. C'est un documentaire qui est réalisé à la pellicule, au moyen format, en noir et blanc. Les tirages que vous pourrez aller voir sont réalisés également de manière traditionnelle avec un tireur qui s'appelle Fred Goyot. Je vous invite à voir son travail qui est vraiment formidable. Le projet, je suis assez content, il connaît une petite... un petit peu de comment dire... c'est Google. En tout cas, le projet sera exposé a déjà été exposé cet été à Paris, il sera réexposé en France, il va être exposé à Berlin en mars, il sera exposé à Téhéran également l'été prochain. Et je transmettrai les informations si par hasard vous souhaiteriez être présent à l'exposition parisienne. Et si d'ailleurs certains d'entre vous ont du réseau en Russie, n'hésitez pas à me faire savoir afin qu'on puisse organiser une exposition à Moscou par exemple ou à Saint-Pétersbourg. Si vous souhaitez enfin vous procurer le livre, il est disponible au Palais de Tokyo, à la Maison européenne de la photographie et chez la majorité des librairies spécialisées en photographie et en livres d'art. À présent, je vais commencer par deux petites choses. La première, pourquoi est-ce que j'ai réalisé un livre ? En rentrant du Donbass, je ne suis pas parti spécifiquement avec l'idée de réaliser un livre, mais l'expérience a été assez marquante. Je ne suis pas parti seul d'ailleurs, je suis parti avec d'autres journalistes français. Et en fait, il était impossible pour moi de la relater sur Instagram, sur un site internet, via des articles. Il fallait pouvoir partager plus profondément cette expérience. Donc il y a eu cette volonté de pouvoir écrire, de pouvoir aussi montrer plus d'images, de pouvoir vraiment partager cette situation qui se passe en Donbass avec un ami, avec une personne autour de moi qui connaît rien à ce sujet, ce qui est le cas de la majorité des gens de mon entourage. Parce que le livre reste, parce que le livre donne l'occasion d'aller un petit peu plus en profondeur sur un sujet. Enfin, pourquoi je suis là aujourd'hui, et je remercie encore une fois de m'avoir invité. Je suis ici afin de vous parler de ce conflit qui est le plus grand conflit européen depuis la Seconde Guerre mondiale et qui est un conflit qui est sous-médiatisé, méconnu actuellement. Et je crois qu'il est très important justement de pouvoir avoir un maximum d'informations sur ces sujets-là pour avoir tous les outils de compréhension nécessaires et pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut. Ma démarche, elle est tout simplement d'informer afin de pouvoir créer de l'empathie et c'est d'avoir un message de paix, mais aussi d'intelligence, c'est-à-dire de pouvoir non pas voir les informations uniquement, disons, de ce qui se passe dans le Donbass, mais aussi s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté en Ukraine, pouvoir essayer de rassembler un maximum d'informations pour pouvoir éclaircir cette situation qui est très compliquée et que subissent des gens en fait au quotidien depuis 6 ans. Enfin, c'est une grosse responsabilité de parler de ce sujet-là, de parler d'une situation terrible en fait pour les gens sur place. Donc, on pourra revenir plus tard sur comment se passe un reportage de guerre, comment est-ce qu'on arrive à passer les checkpoints, à arriver dans le Donbass et à réaliser un documentaire comme ça. En tout cas, pour le moment, je vais simplement vous expliquer pourquoi ce titre Paria. Et enfin, on regardera différents supports que va nous proposer Anne-Laure. Par rapport au titre Paria, il a 3 explications.
La première, c'est que je suis un petit peu arrivé là-bas par hasard. Je suis parti sur un coup de tête 3 semaines avant le départ, avec très peu de préparation, avec une fausse carte de presse, avec vraiment... je suis allé voir RSF, j'ai pris mon gilet pare-balles et mes casques, etc. Et je suis parti sur place avec mes pellicules pour effectuer ce reportage-là. Parce que justement moi-même, j'avais à ce moment-là, pour des raisons personnelles, envie de partir. Du coup, j'étais le premier paria. Les seconds parias, en fait, sont les personnes que j'ai rencontrées sur place et qui vivent de manière totalement enclavée, qui vivent à l'écart de la communauté internationale, parce que si on reprend le terme paria, en fait, au-delà du fait d'être des personnes qui sont exclues, mises au banc de la société, c'est avant tout une tribu indienne qui a été bannie d'Inde, une tribu d'intouchables qui a été bannie il y a très longtemps d'Inde, en fait, et qui a été forcée d'être sur les routes parce qu'ils étaient considérés comme sales, comme impropres. Ces seconds parias-là, en fait, du coup, sont les gens de Donetsk que j'ai rencontrés, qui vivent ce sentiment d'exclusion et qui m'ont d'ailleurs rappelé les gens que j'ai... Enfin, un sentiment que j'avais déjà rencontré en Iran. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous allez en Iran, vous allez voir des gens qui vont souffrir de l'image qu'on a d'eux à l'international, qui vont se sentir isolés sur la scène internationale, à l'échelle d'une économie, à l'échelle d'une diplomatie, à l'échelle de beaucoup de choses différentes. Et c'est un sentiment que j'ai retrouvé dans le Donbass, avec ces gens-là qui demandaient qu'on vienne les voir, qui étaient heureux qu'on vienne les voir, et qui demandaient à ce qu'on raconte leur histoire. C'est quelque chose que j'ai retrouvé d'ailleurs dans ton documentaire, Anne-Laure. Beaucoup de personnes qui disaient est-ce qu'ils vont vraiment raconter notre histoire ou pas, c'était vraiment une problématique importante pour eux. Et les derniers parias, en fait, ce sont les nombreuses personnes que j'ai rencontrées, dont je parle dans le livre. Le livre est aussi beaucoup à propos d'interviews, à l'image d'une petite étude sociale que j'ai faite en interrogeant beaucoup de personnes différentes, des étudiants en art, des étudiants en économie, des professeurs, des anciens militaires, des journalistes, toutes sortes de personnes que j'ai pu rencontrer et que j'ai pu interroger à l'aide de questions très simples, dont du coup des personnes venues de l'étranger, des gens venus de France, Philippe qui était installateur de ventilateurs à Toulouse et qui a 26 ans et qui maintenant dirige la brigade de soldats étrangers à Donetsk, Christelle qui était développeur en France, qui a une 40aine d'années, qui aujourd'hui est directrice de la communication du Parti central à Donetsk. Russell Bentley, un Texan, qui est venu participer au front le plus difficile, au combat de l'aéroport en 2016, et qui est encore là-bas, qui est vétéran de la guerre aujourd'hui, qui s'est installé là-bas. Nombre de personnes en fait qui vont s'installer dans le Donbass, ce qui est assez hallucinant d'aller s'installer dans une zone de guerre totalement enclavée, et qui vont y trouver une certaine forme de bonheur, une certaine famille, une certaine forme d'acceptation, ou en tout cas une cause à laquelle se rattacher qui leur parle, une certaine vérité en tout cas, pour laquelle ils vont se battre. Et j'ai trouvé ce phénomène-là très intéressant. Ces gens en fait qui venaient de coins d'ombre de leur propre république. Donc voilà pour le titre Paria. N'hésitez pas à venir me voir à la fin de l'exposition, je serai dans l'autre salle si vous souhaitez vous procurer un livre, si vous souhaitez que je vous parle un petit peu des images ou tout simplement si vous voulez échanger. Et je vais passer la parole à Anne-Laure avant de vous montrer le premier film, 2 films. J'enseigne dans plusieurs établissements à Paris le traitement médiatique et l'écriture du film documentaire. J'enseigne à l'INA, à l'École supérieure de journalisme de Paris et à la Sorbonne depuis une dizaine d'années. Le reportage, les médias, son traitement et la question de l'audimat et des médias de masse. Je vais vous malmener ce soir, je suis désolée, je préfère vous le dire très clairement. Vous allez voir des images très délicates, parfois insoutenables, qui ne sont pas dans mon film. Le film, si vous souhaitez le voir, donc, qui s'intitule Donbass, je donnerai le lien à Madame Dubois qui, si vous le transmettra sans difficulté. Le point de vue que je vais développer ce soir, c'est le traitement médiatique qu'a subi en Occident et plus précisément en France le conflit du Donbass. Moi, je suis partie là-bas après avoir écouté le discours de Poroshenko. Je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler, où il disait donc de sa propre population que ces gens-là, dans le Donbass, précisément à Lugansk et à Donetsk, termineraient dans des caves. Il parlait des enfants, etc., etc. Je vais y revenir après les extraits que je vais vous montrer. J'étais terriblement surprise par le discours de ce président.
Je vous rappelle que l'Ukraine, c'est à 2h20 de Paris, sans escale. Donc c'était pour moi assez inouï d'entendre un discours aussi, et j'emploie un terme que vous allez pouvoir relever et comprendre plus précisément dans les minutes qui suivent, qui est proche du génocide. Hein. Pardonnez-moi, je pèse mes mots, mais je les assume. Donc, en voyant ces images, j'ai commencé à me renseigner sur cette question dont je n'avais entendu parler nulle part, ou alors de façon extrêmement biaisée, du conflit en Ukraine. Là, je me rends compte qu'il y a quand même une énorme dichotomie entre les discours de ce président, donc Poroshenko, et les images qu'on me donne à voir et à entendre dans les JT, où on m'explique qu'il y a des Russes en train d'envahir une région. Tout ça est très flou, très incertain. En tout cas, les Ukrainiens sont victimes d'un envahissement russe et uniquement russe. On n'a pas plus d'explications que ça, et on n'a aucune image de ce qui se passe à Donetsk et à Lugansk. Les seules images qu'on avait à l'époque étaient côté Kiev. Je recherche un peu plus, je ne connais rien au sujet. Je vous rappelle que je ne suis pas géopoliticienne, mais reporter et enseignante. Et là, je me rends compte qu'il y a des milices d'extrême droite, un mouvement extrêmement nationaliste, etc. Je commence à tomber sur des images d'une violence inouïe, et là, je me dis, bon, il faut que j'y aille. Curiosité, aiguisée par tout un tas d'images qu'on m'avait donné accès, et je me suis rendue en Ukraine de l'Est, par la Russie, parce que je n'ai pas eu l'autorisation de passer par Kiev, donc j'ai dû passer par Rostov-le-Don, aller traverser donc toute la zone. En décembre 2015, et j'ai fait 3 voyages d'une vingtaine de jours jusqu'en 2016. Je suis arrivée avant les accords de Minsk 2, dont je vous reparlerai si certains ont des questions à poser. Et j'ai suivi le conflit et regardé l'application de ces fameux accords du format Normandie. Je pense que tout le monde voit de quoi il s'agit. Donc, est-ce que vous êtes prêts là pour être malmenés ? C'est un peu terrible de parler ainsi parce qu'il s'agit de guerre et les images que vous allez voir sont insoutenables. Je m'excuse pour le traitement de l'image parce que ce sont des images que je n'ai pas mises dans mon film, parce que parfois elles sont un peu floues. Donc vous savez que pour diffuser vos images en France, il faut qu'elles soient d'une netteté impeccable, et parfois elles sont trop violentes. Donc vous allez avoir des images imparfaites mais extrêmement parlantes. Ensuite, je ferai une petite pause et on va ensuite enchaîner sur un deuxième extrait extrêmement parlant que vous n'aurez jamais vu, sur des propos tenus par un journaliste ukrainien en plein prime time sur la région du Donbass. Voilà. Donc je m'excuse pour la violence des images qui vont suivre. Je pense qu'elles seront à même d'illustrer les propos sur l'urgence humanitaire, le double discours et le 2 poids 2 mesures dont a fait l'objet et le traitement médiatique concernant le Donbass. On va peut-être éteindre. Yegan, je te laisse lancer le premier extrait. Je m'excuse à nouveau pour les images qui sont, vous verrez, un peu troubles, mais elles vont vous donner une idée de ce qui se passait dans le Donbass jusqu'en fin 2015. Le conflit a débuté en 2014. Ok, ça va tomber là. Ça va tomber là. Ça va tomber là. Sur les civils. Moi, la première question que je pose, c'est un gouvernement a-t-il le droit de bombarder sa population ?
Rappelez-vous, ça a été également une de mes motivations pour me rendre dans le Donbass. C'est que j'ai découvert que les droits sociaux ont été, et le versement des retraites et des salaires des fonctionnaires, y compris des médecins, étaient donc coupés par le gouvernement de Poroshenko. Donc je me répète, hein, mais on parle d'un président qui inflige cela à sa propre population, à 2h20 de Paris. Il me semble, alors je suis désolée, c'est pas dans mon habitude de lire, mais ça a été un tournage extrêmement délicat pour moi à vivre. J'ai mis du temps à m'en remettre. Déjà, d'une part, parce que j'ai vu des choses insoutenables, et d'autre part, parce que j'ai été extrêmement déçue par la médiatisation des faits et par la profession de journaliste. D'ailleurs, je refuse qu'on m'appelle journaliste depuis que j'ai été dans le Donbass, parce que j'ai honte de la médiatisation de ce conflit, voilà, et de la médiatisation de beaucoup de conflits d'ailleurs, et pas que celui-ci. Mais on va le prendre comme un cas d'école, finalement, c'est terrible, hein, mais ce qui se passe là-bas est symptomatique d'un traitement médiatique qui reste à inventer et qui manque de conscience et de déontologie. L'idée révolte la conscience, et c'est pour empêcher de telles situations que les Nations Unies ont adopté en 2005 la notion de responsabilité de protéger, héritière de la notion de droit d'ingérence humanitaire. Mais ce droit de protection de la population, visiblement, ne s'est pas appliqué à la question de l'Ukraine. Le discours que vous avez vu en fin d'extrait date du 23 octobre 2014. Donc le nouveau président Poroshenko tombait le masque dans un discours à Odessa. Odessa, je rappelle, on va en parler parce que c'est très important, ça a été également sous-médiatisé et c'est un véritable scandale. 58 personnes ont trouvé la mort dans un 58 pro-russes, ont été brûlés vifs, enfermés dans un syndicat parce qu'ils manifestaient contre l'interdiction de l'utilisation de la langue russe. Qui a entendu parler du massacre d'Odessa? Vous êtes minoritaire. Donc on pourra revenir là-dessus. Il y a pas mal d'images dans mon film. Donc, revenons, parce que je sais que là, le temps passe vite, mais je vous donne ces éléments pour que vous compreniez les images qui vont suivre et qu'on puisse ensuite établir un dialogue ensemble. Donc, on revient à notre cher Poroshenko. Il tombait le masque dans un discours à Odessa expliquant à la population comment il prévoyait de mater l'insurrection. Nous gagnerons cette guerre car nous recevrons des retraites et eux n'en ont pas. Car nous aurons le soutien des enfants et des retraités et eux non, car nos enfants iront à l'école tandis que les leurs seront dans les caves. Ça, j'ai filmé. Pour ceux qui veulent voir le film, j'enverrai, donc je me répète, le lien à Irina. Et j'ai filmé donc ces fameuses caves. Il l'a dit, il l'a fait, il a tenu ses engagements. C'est rare qu'un président tienne ses engagements. On passe au deuxième extrait. Donc je vous le présente rapidement. C'est l'extrait que je vous ai cité tout à l'heure pour les derniers arrivés. Il s'agit donc d'un journaliste plutôt réputé. Peut-être que certains d'entre vous pourront m'en dire davantage parce que je ne connais pas l'émission. Donc là, on est en prime time sur une chaîne ukrainienne. Ça dure 1 minute 30. Je vous invite à vous concentrer. C'est très court. Il y a du montage, mais c'est inattaquable. Hein. Je peux vous dire que je l'ai regardé dans tous les sens. C'est simplement raccourci. Et j'attendrai ensuite que vous donniez votre avis sur la question. Voilà. Так може бути тому, що Донбас взагалі регіон, який, це не просто депресивний регіон, розумієте, там настільки великий комплекс таких грона проблем, і головніше, наприклад, тому, що там просто дика кількість абсолютно непотрібних людей. Ви повірте, я абсолютно свідомо про це говорю. От якщо брати навіть чисто Донецьку область, там приблизно 4 мільйони населення. Ще не менше 1,5 мільйона, там просто зайвих людей. Що хочу сказати? Нам не треба розуміти Донбас, нам треба розуміти взагалі український національний інтерес. А Донбас треба просто використати як ресурс, який треба... Відповідно, з приводу розуміння Донбасу. Мені здається, що, в мене немає зрозуміння жодного рецепту, що тут можна зробити швидко, але найголовніше, що треба зробити в даний момент, як це там жорстоко не прозвучить, є певна категорія людей, яких треба просто вбити. Voilà, c'est court. Mais ça parle. Avant de partir, j'ai eu accès à tout un tas d'images de ce type et j'ai fait des recherches ensuite sur le traitement médiatique français. Hein, je me suis limitée à celui-ci.
voilà, je n'ai pas fait le tour de l'Europe, mais je pense que ça ne valait pas guère mieux. Pas une seule fois, alors je vais reprendre mes notes, on ne parle de l'implication de l'OTAN dans le conflit. Il faut savoir que l'Ukraine a été soutenue par l'OTAN et des Américains ont formé donc l'armée régulière. Dans cette armée régulière, on a le fameux bataillon Azov, responsable de plusieurs exactions qui ont été, donc extrême droite radicale pro-nazie, qui ont été, pour une fois que Amnesty International ne fait pas trop mal son travail, qui ont été dénoncées par Amnesty International. On a plusieurs rapports qui nous informent sur les troupes américaines qui entraînent les soldats ukrainiens. Ça, on n'en parlera jamais. La seule chose que j'ai trouvée dans les médias, la seule chose que j'ai pu trouver sur les médias, c'est l'ingérence russe. Il n'y a que des Russes, ce ne sont pas des Ukrainiens là-bas, et nous bombardons des terroristes. Est-ce que vous vous souvenez de ces images ? On parlait de terroristes dans le Donbass. Quand on voit ces images-là et quand on voit le film que j'ai tourné, ce n'est pas des terroristes qu'il y a dans le Donbass. Ce sont simplement des Ukrainiens qui ont une russophone et russophile, pour la plupart héritiers de l'Union soviétique, qui ont un amour pour la Russie, qui se sentent russes. Et on a simplifié médiatiquement tout le contexte très complexe de l'Ukraine, qui est à cheval entre l'Est et l'Ouest. Voilà. Donc vous avez peut-être une partie, on rentrera un peu plus tard dans ce débat-là, mais l'Est de l'Ukraine se sent russe. Et est-ce que c'est une raison pour bombarder une population ? On en parlait tout à l'heure d'ailleurs, ils se sentent à la fois russes, mais ukrainiens aussi, donbassiens. Enfin, il y a un vrai souci au niveau de la nationalité aujourd'hui pour ces gens-là, tout à fait, qui sont rejetés par l'Ukraine, totalement, comme on peut le voir sur les images, qui sont pas non plus accueillis à bras ouverts par la Russie aujourd'hui. C'est-à-dire la Russie ne se manifeste pas comme en disant on veut accueillir le Donbass sur notre territoire, etc. Ils sont vraiment à cheval entre les deux. Et ils appartiennent à une nouvelle république qui s'appelle le DPR, qui a une nouvelle hymne national, un nouveau drapeau, toute une nouvelle identité se construit. Et effectivement, comme tu disais, quand je suis parti à ce reportage-là, comme je t'avais dit, je suis parti très rapidement. La majorité des informations que j'ai eues, c'est là tu te rends du côté terroriste. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu aller de ce côté-là, c'est pour voir de mes propres yeux qui étaient ces terroristes-là. Et en fait, il s'avère que c'est bien plus complexe que ça. Tu parlais des enfants, tu parlais de plein de choses. J'ai rencontré tellement d'enfants dont l'enfance est complètement sacrifiée, qui sont dans des camps d'entraînement militaire finalement, ou même où on voit, enfin bref, tu as montré quelques images, mais on entend toutes ces histoires de viols, toutes ces histoires de frappes sur les zones civiles, où vraiment c'est les zones civiles qui sont ciblées en priorité. Mais au-delà de ça, il y a autre chose aussi que j'ai bien aimé dans ton documentaire, et que j'ai beaucoup retrouvé quand j'étais sur place, c'est que tous les gens que j'ai rencontrés m'ont fait part de leur désir de paix. C'est-à-dire la majorité, même pas la majorité, à part des soldats en fait qui étaient dans une démarche où en fait leurs femmes avaient été tuées, leurs enfants ont été tués, leurs familles en fait ils ont une histoire maintenant personnelle, cette guerre est devenue personnelle. Tous les gens que j'ai rencontrés m'ont fait part de leur désir de paix. Et je pense qu'il faut aussi aller voir, c'est une partie du travail du coup que j'ai pas encore pu faire, mais j'ai pu rencontrer beaucoup d'Ukrainiens un peu à Kiev, un petit peu à Paris là pendant les différentes expositions, etc. Et il y a des gens qui ont ce désir-là de paix. Donc, c'est à mettre en exergue avec quels sont les intérêts de ce conflit aujourd'hui et surtout cette question centrale de la désinformation ou de cette guerre de l'information. Pourquoi est-ce que dans les médias d'aujourd'hui, j'ai encore regardé hier soir qu'est-ce qui se faisait dans les médias traditionnels au niveau du traitement du Donbass, on ne parle pas une seule fois de l'OTAN, comme tu disais. Donc je pense que c'est des sujets à peu près centraux. De la même manière, on parlait de l'aide humanitaire, par exemple, aujourd'hui il y a quasiment aucune aide humanitaire qui est organisée à Donetsk, si ce n'est de la part de la Russie. Pourquoi est-ce qu'il y a des aides humanitaires comme ça qui sont à géométrie variable, on va dire bref, il y a plusieurs points comme ça qu'on pourrait évoquer. Excuse-moi, je t'ai interrompu du coup. Je t'en prie. Non, je voulais signaler quand même, on a quelqu'un qui a fait du beau travail. Christophe Gomard, l'ancien directeur de la DRM, Direction des renseignements militaires,
a déclaré le 25 mars 2015 en commission parlementaire, il affirmait, contrairement à ce qu'affirmaient les renseignements militaires américains, ne pas avoir vu d'unité régulière sur le territoire ukrainien déployée par la Fédération de Russie. On l'a retrouvé dans le civil peu de temps après. Voilà. Donc je rends hommage à Christophe Gomard, pour qui j'ai une grande admiration. Donc aujourd'hui, je crois, on est à 13 000 victimes. Ça s'est quand même relativement calmé, mais enfin, sur la ligne de front, il y a toujours quand même de grosses tensions. Il y a de bonnes nouvelles, alors qui vont peut-être déplaire à certains. Des bonnes nouvelles. C'est que la Russie achemine suffisamment d'aide humanitaire. On a une importation de matériaux de reconstruction, donc on arrive à reconstruire petit à petit la zone. La DNR voit se déployer de façon autonome un système parlementaire, etc., qui commence après. Il faut quand même le dire, il y a eu quand même, comme dans tout conflit, il y a eu une forme d'anarchie dans le Donbass. Là aujourd'hui, les choses se calment et on peut parler d'une forme de stabilité à tous les niveaux, aussi bien politique qu'économique. Alors il y a une grosse récession certes, mais ça reprend et les gens reviennent. Il y a un train qui va bientôt relier Donetsk à Moscou. Les diplômes des étudiants d'Ukraine, donc du Donbass, n'étaient pas reconnus, donc ils ont été reconnus par Moscou, ce qui, pour la jeunesse sur place, a été une vraie libération. Ils peuvent dorénavant travailler et être reconnus. Le rouble a pris le pas sur la hryvnia, et je pense que c'est une bonne réussite. Mais on reste malgré tout sur un territoire où les gens... Moi j'y étais assez récemment. Attends, je vous dis une dernière bonne nouvelle. Bonne nouvelle, les soins sont gracieux dans le Donbass. Voilà. Et on a des gens qui viennent se faire soigner, qui mettent un temps fou à passer la frontière, côté Kiev. Alors, je résume, côté Kiev, vous voyez ce que je veux dire, côté ouest, et qui vont côté est, parce que les soins sont encore gratuits dans le Donbass. Voilà, donc, et à Lugansk également. Voilà, il faut savoir que Donetsk, moi j'ai filmé les hôpitaux de Donetsk, c'était un pôle d'excellence, vu que c'est un territoire minier et on a une pointe dans tout ce qui est traitement des yeux, etc., par rapport à toutes les pathologies qu'ont pu développer les métiers liés à la métallurgie et aux mines. Voilà, donc ça se reconstruit. Je ne vais pas enchaîner sur les bonnes nouvelles. Voilà, bon, ça se reconstruit petit à petit. La récession économique est toujours présente, mais la vie reprend. On attend l'application des accords de Minsk II. Donc, idéalement, les deux républiques souhaiteraient avoir un statut spécial et des élections. Ça, ce n'est pas respecté encore par Kiev. Alors que ça faisait partie de Minsk I et de Minsk II. Ces derniers sont un peu réticents à la question. La bonne nouvelle également, côté Kiev, c'est que les nationalistes perdent un peu le poids au Parlement, apparemment. On avait des fous furieux. Ça se calme un peu. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas, mais enfin, ça reste quand même une nouvelle agréable à entendre. Quand je vous parle de Fous furieux, il y a un très bon film qui a été diffusé sur les chaînes françaises de Paul Moreira sur l'extrême droite ukrainienne, sur Arte ou Canal+, je ne sais plus, Canal+. La face cachée de Maïdan, je crois que c'est ça le titre, non ? Ouais. Voilà, donc il avait fait une étude et une enquête vraiment intéressante sur l'extrême droite ukrainienne. Et les exactions commises pendant Maïdan. Voilà, donc ces gens-là qui étaient d'une rare violence sont de moins en moins actifs. Voilà, donc on peut s'en réjouir. Il y a toujours un couvre-feu en revanche dans le Donbass.
Mais voilà, la normalisation se met lentement mais sûrement en place. Donc voilà, je pense que... Oui, les gens en fait, ont appris à vivre. Souvent, les gens me disaient ça quand j'étais sur place. Ils me disaient que après 6 ans de guerre, les gens commencent à vivre au quotidien avec cette guerre-là. Sur certaines lignes de front où des gens habitent encore, des obus tombent quotidiennement. En fait, les gens ne réagissent même plus. C'est-à-dire auparavant, d'ailleurs, c'est intéressant de le voir dans le documentaire d'Anne Laure. C'est aussi en 2015, du coup, les combats sont beaucoup plus forts. Mais moi, en 2018, les gens sont totalement blasés par cette guerre-là. En fait, c'est-à-dire, ils évoluent dans un environnement où la guerre est omniprésente, où on voit les stigmates des combats, les impacts de balles, où on a des obus qui tombent, etc., où les passages de checkpoint, c'est devenu une habitude. Les gens ont appris à vivre avec cette guerre-là. Et ils se reconstruisent, et effectivement, il y a une espèce d'État qui se met en place pour justement fournir des soins, pour rétablir les infrastructures, pour rétablir une économie en faisant des nationalisations, etc., différentes choses. Et en tout cas, on a des spécialistes ici avec qui on pourra peut-être parler également pour voir quelle ouverture on a pour la résolution de ce conflit-là dans le futur. Voilà, alors moi je terminerai juste avant que vous posiez des questions sur un sujet, c'est vraiment d'insister sur l'armée ukrainienne qui intervient dans l'est du pays et non pas les Russes. Voilà, il faut vraiment comprendre ça pour se rendre compte de la situation ahurissante qu'ont vécu ces deux régions, Donetsk et Lugansk. Voilà. Alors après, on peut comprendre qu'ils se sentent peut-être de plus en plus proches de la Russie. Je pense que se faire agresser pour son propre gouvernement, ça doit être très désagréable en fait. Donc peut-être que ce désir séparatiste et de plus en plus séparatiste, finalement, est une réaction qui, à mes yeux, est tout à fait légitime et normale. Vous avez vu les premières images de 2014, l'aviation de son gouvernement sur le corps, c'est dur de se réconcilier ensuite avec cette idée. Finalement, la question qui se pose, moi j'ai vu ça, là c'est mon avis personnel, mais c'est une guerre civile à la rigueur. Oui, voilà. Bien sûr. Je pense qu'il faut s'il y en a une honnêteté sur le sujet, je pense que c'est effectivement une guerre civile, de toute façon, parce qu'il y a deux traditions, deux cultures, deux histoires différentes entre ces deux territoires-là. Mais c'est aussi une nouvelle forme de guerre froide, de guerre interposée aussi entre OTAN et Russie, une guerre d'influence, où on parlait du pacte de Varsovie tout à l'heure, etc., des promesses en 91 faites à Gorbatchev et à l'URSS de ne pas installer de base de l'OTAN en ex-URSS en fait. Et depuis 2001, si je ne me trompe pas, c'est Bush le premier à avoir installé des bases du coup en Estonie, Lettonie et Lituanie, sauf erreur, quelqu'un... Oui, tout à fait. Et du coup, avec toute cette stratégie de la pression aux portes de la Russie. Du coup, l'Ukraine aujourd'hui, qui est soutenue totalement par les Américains, mais le Donbass aussi. Et par l'Union européenne. Et par l'Union européenne, absolument. Tout à fait. On doit reconnaître que nous avons notre petite part de responsabilité. Et la Russie, bien sûr, qui est aussi là, bien sûr, dans le Donbass, heureusement, pour pouvoir aider également les citoyens, qui aujourd'hui apporter un soutien militaire. Pas forcément en déployant des troupes, mais en termes d'équipement, en termes de formation, etc. En termes de commandement surtout, je pense. Mais aussi beaucoup en termes d'aide humanitaire. Beaucoup en termes d'aide humanitaire, ce qui est très très important, et c'est aujourd'hui le seul pays qui est engagé là-dedans. Deux derniers éléments que je voulais apporter. Le premier, c'était... par rapport à l'aide humanitaire, non, c'était pas ça. Ça va me revenir ensuite. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave, on passera à la suite. Est-ce que tu as autre chose à dire avant qu'on passe aux questions ? Je pense que j'étais assez claire sur la responsabilité de l'armée ukrainienne et surtout sur l'absence. Je reviens, moi, à ma spécialité, c'est le traitement médiatique. Ces images-là et la responsabilité du gouvernement de Porochenko n'a jamais été clairement explicité dans nos médias.
Seconde chose, à garder à l'esprit pour ceux qui connaissent l'histoire du massacre d'Odessa, il n'y a toujours pas eu de jugement. On est à 2h20 de Paris. Voilà, donc bon... donc traitement médiatique, positionnement de l'Union européenne, déstabilisation. On va pas revenir sur le grand échiquier, mais on est en plein dedans. Je pense que c'est... Ça, c'est... Après, c'est une référence un peu... C'est Nietzsche qui parle de ça et qui parle que l'oubli, en fait, est nécessaire à la réconciliation. Aujourd'hui, quand on est dans une situation où il y a autant de morts, où il y a autant de... Aujourd'hui, c'est-à-dire la majorité des familles du Donbass que j'ai rencontrées ont été personnellement atteintes par ce conflit. Et beaucoup d'entre eux veulent continuer, même si demain les gouvernements, c'est-à-dire demain il y a un président dans le Donbass qui va réussir à avoir un accord avec Kiev, je pense qu'il y aura des gens qui vont continuer ce conflit-là. Il y aura forcément des gens qui ont été radicalisés, qui ont été marqués par ces 6 ans de conflit. Donc la question d'une Ukraine réunie, je pense qu'elle est justement de l'ordre géopolitique, qu'elle est vraiment de l'ordre macro, etc., et qu'elle va se jouer à une échelle qui ne va pas toucher les populations. À l'échelle des populations, la seule manière pour qu'il y ait un apaisement qui soit réalisable, je pense que justement ça passe par cet oubli-là, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu chez des gens sur place qui me disaient, nous, dans le Donbass, nous sommes aptes à l'oubli, nous sommes aptes au pardon, il faut cesser cette folie, parce que justement, aujourd'hui, on n'a plus vocation à poursuivre ce combat-là. Parce que ce combat, en fait, c'est... Et je pense que tu rejoindras là-dessus. Moi, la première expérience que j'ai eue de la guerre, ça a été que c'est une folie. C'est une folie totale. Et en fait, et les gens, en fait, en ont totalement marre. En ont totalement marre. Donc, s'il y a une volonté de paix, je pense qu'il est totalement possible de le faire. Et après, il y a tout un travail à faire, bien sûr, de mémoire ou etc. Je n'en sais rien. Mais ça passe forcément par un oubli. Et je pense que tout à fait, c'est possible. Cette guerre, elle ne peut pas durer éternellement, de toute manière. Oui, enfin, bon, la question de la gestion de la frontière est un point très clivant pour Kiev. Et aujourd'hui, Donetsk et Lugansk refusent de réfléchir avant même la tenue d'élections locales que refuse Kiev aujourd'hui. Donc on est on tourne en rond. Peut-être voilà, trouver... moi, le rattachement me semble impossible. Est-ce qu'une fédération serait pensable? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. En tout cas, déjà, essayer de mettre en place les accords et de tenir les accords de Minsk II, pour commencer, ce qui n'est pas le cas. Ça serait déjà peut-être un premier début pour essayer de résoudre les problèmes. L'histoire du pardon, tu as raison, ça va mettre du temps. Après, il faudrait déjà juridiquement essayer de régler quelques problèmes qui me semblent très compliqués, mais ce n'est pas ma spécialité. Il y a également un problème de fond, de toute façon, aujourd'hui, c'est que c'est un problème de zone d'influence. C'est-à-dire le problème de fond, c'est, bien sûr, il y a un problème dans le Donbass, en Ukraine, etc., mais il y a un gros problème dans toute cette zone-là, entre ex-zone d'influence de la Russie et stratégie assez offensive de l'OTAN. Donc je pense, dans cette polarisation, dans cette manière de fonctionner à l'échelle du monde, à l'échelle de la géopolitique du monde, qu'il y a vraiment quelque chose à trouver au niveau des rôles qu'assume chacun de ces pays-là. Aussi bien au niveau de la Russie, la manière dont elle va intervenir dans ces zones-là, que les États-Unis qui aujourd'hui interviennent n'importe où, partout dans le monde. Donc je pense par rapport à ça surtout, parce que le conflit en lui-même, il serait beaucoup plus simple s'il n'y avait pas ces énormes acteurs et toute cette énorme macro, cette énorme stratégie autour. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'existerait même pas. Il n'existerait même pas. Il n'existerait pas. On a vu la semaine dernière la réponse de l'ONU par rapport à l'embargo sur les armes en Iran. Et on a vu la réponse de l'Europe. Et on a vu le comportement des Américains sur la question. Il est possible que toute cette géométrie macro, géopolitique, etc. évolue dans les années à venir. Et en fait, c'est là, je pense, c'est là où le rôle charnière où l'Europe a un rôle charnière, aussi bien dans sa tradition diplomatique vis-à-vis de la Russie, enfin surtout la France en tout cas, ou encore au Moyen-Orient par exemple. Mais je pense que c'est, en tout cas, cette stratégie récente hyper offensive des Américains et hyper inflexible des Américains, elle tend à faire peut-être changer l'Europe un petit peu et à se poser des bonnes questions. Enfin, eux demandaient au départ un statut d'autonomie renforcé, mais là ça entraînerait un changement de constitution qui était prévu dans Minsk 1, Minsk 2, qui avait
Là, on rentre dans des débats juridiques. Pardon. Oui, non, je t'en prie. Voilà. Ça pourrait être un premier pas, mais c'est illusoire. Hein. Ce qu'on peut constater, c'est que, en tout cas, la démarche guerrière de Poroshenko a été un échec. Il n'a pas été réélu. Ils ont élu donc un Zelensky. Les nationalistes radicaux ont perdu pas mal d'influence. Il y a eu une rencontre au format Normandie avec Merkel, Macron, Poutine et Zelensky en mai, je crois, non, septembre, je ne sais plus, enfin, 2019 à Paris. Le problème, c'est que il faudrait, bon déjà, en tout cas, Poroshenko a subi un échec, donc c'est que les Ukrainiens, dans leur généralité, en avaient peut-être marre d'avoir une guerre sur leur sol, hein, parce que Poroshenko n'a pas lésiné sur les moyens. Là, le nouveau président semble peut-être plus à même et plus ouvert au dialogue avec les Russes. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle. Les nationalistes perdent du pouvoir, c'est peut-être une bonne nouvelle. En tout cas, demeurent les problèmes des accords de Minsk qui touchent là la Constitution. Je ne sais pas ce que ça donnera et je pense qu'on a ici des personnes plus expertes pour en parler. En revanche, j'aurais été davantage inquiète que Poroshenko soit réélu. Maintenant, est-ce qu'on peut... c'est quand même... Il n'a pas beaucoup d'expérience en politique, c'est une zone de guerre, c'est un ancien comédien. On va voir ce que ça donne. En Ukraine, les femmes sont très présentes tout de même dans tout ce processus, etc. Non, même pas en termes politiques, je parle de l'influence des femmes en fait, au sein de la société, au niveau de... elles ont un vrai rôle à jouer en termes... Enfin, j'ai trouvé, en fait, et j'ai beaucoup travaillé sur les femmes pendant que j'étais en reportage en Ukraine, parce qu'elles avaient justement une position très différente, très tranchée, très pacifiste. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un esprit très fort et très courageux, en fait, chez les femmes que j'ai rencontrées. Et elles avaient une influence énorme sur leur mari, sur leurs enfants, sur leur père. Oui, mais en tout cas, qu'elles jouaient un vrai rôle. Elles ne sont pas du tout muselées ou quoi que ce soit, et elles sont, de toute façon, elles vivent dans ce quotidien-là. Elles ont pris déjà au corps ce problème-là. Par rapport à ce que vous disiez avant, je pense qu'on est encore dans une diplomatie et une géopolitique traditionnelle qu'on a hérité de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on a un système de déplacement, d'information, de génération inédit en termes de déplacement de population, de métissage, d'accès à l'information tout simplement aussi. Qui permet en fait de redistribuer les cartes très très différemment, vraiment différemment. Donc aujourd'hui on n'y est pas encore du tout, mais je pense que ça sera vraiment une solution parce qu'en fait c'est du non-sens total. La majorité de ces mécanismes en fait qui existent aujourd'hui sont vraiment de l'ordre du non-sens. Historiquement en fait le berceau de la Russie, de la culture russe est en Ukraine. Ce sont des populations scandinaves en fait qui se sont installées à peu près vers Sébastopol autour. Bon, justement, il y a un gros problème, justement, j'allais y venir, il y a beaucoup d'interprétations très différentes. Je consultais un ami qui est justement spécialiste sur la question, qui lui, du coup, me faisait part de cette interprétation-là, me disait les peuples russes sont des Scandinaves qui se sont installés, en fait, qui se sont établis autour de la Crimée, au niveau des mers chaudes, et qui, en fait, après, se sont répartis à l'est, à l'ouest, etc. Le côté plus récent en termes de culture ukrainienne ou russe, ou de la russophilie, il se fait en fait quand on regarde une carte, il y a une carte dans le livre que vous pourrez consulter ici, enfin bref. Plus on va à l'est, plus en fait les populations parlent russe parce qu'elles sont géographiquement rattachées. Voilà, tout à fait. Et plus on va à l'ouest, plus en fait, elle l'explique également dans son documentaire, on voit des zones d'influence, c'est dans ton documentaire, des zones d'influence, en fait, il y a eu d'autres empires, l'empire austro-hongrois, les empires polonais, etc., qui sont... 3 siècles de constitution. Tout à fait, oui, à l'ouest. Du coup, en fait, qui ont apporté une culture
une culture occidentale en fait. Et en fait, c'est l'antagonisme qui existe encore aujourd'hui en fait, pour simplifier, hein, ces fascistes, enfin certains fascistes par exemple, si on prend vraiment l'extrême, et si on prend l'autre extrême, les communistes en fait. Et aujourd'hui, on retrouve ces passions-là en Ukraine. Et des gens qui ont ce clivage-là, en tout cas, qui est à la fois politique, culturel, national, etc., etc. Donc la russophilie, c'est plutôt un héritage, et pour le coup, dans le Donbass, les gens sont de culture russe. Il y a une culture aussi qu'il faut nuancer, une culture locale, donbassienne, même parfois religieuse. Déjà, il y a une église, il y a une compétition entre les églises russes et les églises ukrainiennes. Dans le Donbass, il y a beaucoup d'églises orthodoxes, mais qui sont plutôt affiliées aux églises russes. Et à l'ouest, du coup, les églises sont rattachées aux églises ukrainiennes, du coup, orthodoxes ukrainiennes. Et enfin, il y a enfin la question du rodnovarisme. Je ne sais pas si ça vous parle rapidement. Le rodnovarisme, est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est une religion locale également, etc., un peu animiste, qui existe sur place. Enfin bref, il y a vraiment également une culture locale. La troisième question. C'est la Transnistrie. La Transnistrie, je connais peu le sujet, mais pour moi, c'est assez semblable par rapport au Donbass. Et simplement, même si aujourd'hui on est sur un statu quo pour la Transnistrie, on n'est pas dans une résolution du conflit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pérennité de la situation en Transnistrie aujourd'hui. Donc est-ce que je ne pense pas qu'on soit arrivé à l'état final de la Transnistrie? Ça va encore évoluer à mon avis. Donc moi ça a été simple, le film est sorti en salle, il a été sélectionné par beaucoup de festivals pendant 2 mois, il a fait la une de Rolling Stone, Nice Matin, il a été à Cannes, etc. Il a été sélectionné par Amnesty International et du jour au lendemain, j'ai été totalement censurée. Amnesty International, donc j'ai tout photographié comme un bon enquêteur et non pas journaliste, hein, donc j'ai toutes les preuves. J'ai fait l'épreuve d'un effacement total des fichiers d'Amnesty. J'ai été accusée d'être de l'œil de Moscou. La personne qui a sélectionné mon film a été virée d'Amnesty International. Il n'y a plus de traces sur Internet, hormis les photos que j'ai prises. Mes comptes Twitter ont été fermés et la presse n'a plus jamais parlé de mon film. Et évidemment, bon, maintenant ça se retrouve encore hein, sur Internet, mais il y a eu un blackout total. Ensuite, il faut savoir que pour projeter un film en salle, ça prend 4 mois, c'est un dossier administratif. Le CNC a mis 2 ans à me répondre. Troisièmement, il y a ce fameux Benoît Wittkin que vous connaissez tous, qui a fait un copier-coller de mon titre, qui a pris Donbass comme titre, et qui a eu le prix Albert Londres, où il raconte uniquement des conneries. Voilà, donc l'avenir de mon film, ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai eu plusieurs attaques sur Internet, comme quoi j'étais un agent, on a essayé de descendre le film. Là, j'ai commencé à attaquer sec et ils ont effacé mon nom de site extrêmement grossier et d'une rare violence. Ensuite, j'ai été inscrite sur la liste des journalistes à abattre par l'Ukraine. Vous savez, il y a eu qui a été dénoncé par... Reporters sans frontières, 100 personnes, voilà, les gens en donnant les mails, etc. Et donc je suis interdite de 10 ans de territoire en Ukraine, par exemple. Voilà, en gros. Ensuite, pour rapidement répondre à une question, moi j'ai envie de vous dire, toutes vos réponses, vos questions, vos réponses, vos réflexions, elles se rejoignent toutes. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on a à gagner, nous, en tant qu'Européens, à faire le jeu d'une politique de l'OTAN ? Est-ce qu'on n'aurait pas davantage d'intérêt à coopérer avec la Russie au lieu d'en faire le grand méchant ? Est-ce qu'on n'a pas une politique trop patentiste ? Je pose des questions, je pense qu'on est tous d'accord. Et voilà, donc aujourd'hui, il n'y a plus de diplomatie française, il n'y a plus de politique étrangère. Nous sommes devenus les vassaux des États-Unis. Et c'est dommage. Je pense que De Gaulle aurait été très peiné, pour reprendre la référence de la dame qui nous a quittés. Donc oui, se joue encore le grand échiquier de Brzezinski. On est tous d'accord. Oui, on fait le jeu des Américains. C'est dommage. Je compte sur Macron parce que moi j'ai envie d'être optimiste pour s'émanciper. Hein ? Allez, il peut le faire. Il est jeune, il a encore du courage. On compte sur lui. Enfin. Voilà.
Voilà, bon, de toute façon, l'OTAN les Américains vont nous lâcher petit à petit, hein, ça pue leur intérêt de soutenir l'Europe. Donc, de toute façon, les conflits vont, en tout cas, leur intérêt vont se déplacer plutôt vers l'Asie. À un moment donné, il faudra, avant que ce soit trop tard, mais vu que de toute façon, on a toujours du retard, on prend les décisions trop tardives et les mauvaises, je pense qu'on aura loupé le coche. Voilà pour l'aspect politique. Conflit gelé, je trouve que la Russie, pour clore ce débat, a été extrêmement stratège et non pas tacticienne. Stratège est un terme noble parce qu'en regard de toutes les agressions qu'elle a subies, elle s'est très très bien débrouillée pour pas que l'Europe soit devenue un vrai bazar. Voilà. Je vous invite à aller regarder les photos de Yegan, qui est un grand artiste. J'ai découvert ses photos en arrivant, donc je suis très, très honorée d'avoir parlé avec toi, parce que tes photos sont magnifiques. Il a 29 ans, il a un talent monstrueux, donc suivez-le, achetez son livre. Voilà. Moi, j'ai été sous le charme, je tiens à le dire. D'accord. Je vais juste apporter quelques éléments de réponse aux questions qui ont été posées également. La première par rapport à l'affrontement des grandes puissances, etc. Je pense qu'on est complètement là-dessus, comme on en parlait un petit peu précédemment avec monsieur ici. La responsabilité de l'Europe... elle est nouvelle, je ne saurais pas trop m'exprimer là-dessus. La responsabilité de la France, elle est assez importante, parce que la France, elle a toujours eu un rôle assez pivot en termes de diplomatie. Je pense que, personnellement, en tout cas, ça a été ça serait magnifique en fait de revoir la France se placer comme un vrai intermédiaire à l'échelle des relations diplomatiques internationales, avec un peu d'audace, avec un peu de créativité, avec beaucoup de choses, etc. Par rapport aux humiliations, statut impérial, etc. dont on parlait, est-ce que ces conflits vont être gelés ? Ça, je peux pas apporter de réponse. C'est pas de mon domaine de. C'était vous qui avez posé la question ? C'est vous ? Oui, c'est ça. C'est pas de mon domaine de compétence de parler de ça. J'aurais tendance à dire que pas du tout. En fait, j'ai l'impression, personnellement, ça c'est vraiment pas, c'est vraiment une intuition personnelle. Au contraire, j'ai l'impression que tout le sentiment guerrier et impérialiste, etc., se réveille très fortement dans le monde. Quand on voit, et justement, on voit que ces anciens empires reprennent un petit peu du poil de la bête, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Empire ottoman, l'ancien Empire ottoman, que ce soit la Chine, etc. Il y a des évolutions notoires. Je pense pas du tout qu'on soit en train d'avancer vers un statut qui va être gelé ou avec des conflits qui vont être gelés. Je pense vraiment pas, ou en tout cas, je pense pas que le gel de ces situations-là soit une solution. Je pense que la manière dont ça va évoluer va être probablement plus violente au départ, ou qu'il va vraiment y avoir des évolutions notoires. Mais ça, c'est que mon avis, et je ne suis pas spécialiste sur la question. Par rapport à Azov, j'ai très peu d'informations sur Azov, si ce n'est ce que j'ai eu sur Internet. J'ai entendu parler de la même manière en Ukraine et en DPR des mercenaires Blackwater, mais que je n'ai pas rencontré moi-même. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Les mercenaires américains Blackwater qui sont présents sur place, qui forment, etc. C'est une des sociétés militaires privées qui est très implantée en Ukraine, tout à fait. Et en fait, qui sont des mercenaires américains qui sont présents sur place, qui forment les soldats, etc., etc. De toute façon, également, on entend très vite parler. J'ai vu, pour la première fois de ma vie, des nazis à Kiev. J'avais jamais rencontré des gens vraiment qui se revendiquaient nazis, etc. Je sais pas du tout. C'est des gens que j'ai vus dans la rue, en fait, comme ça, en train de marcher. Ils reproduisent les schémas des années 30-40. Tout à fait. Et du coup, ça, c'est quelque chose. C'est une des choses que j'ai vues de mes yeux. Du coup, ça, je peux en parler. Ça fait 70 ans qu'ils parlent de ça le soir à la veillée. Oui. C'est resté dans la mémoire. Il y a quand même beaucoup de choses dans ce sens-là. Du coup, ça, c'est des choses quand même qui sont assez inquiétantes. Dernière question, les groupes paramilitaires ukrainiens. Encore une fois, c'est pas un sujet sur lequel je me suis penché. J'aimerais beaucoup justement, parce que de la même manière, j'ai pas eu autant de soucis qu'Anne-Laure. J'ai même eu quasiment aucun souci pour le moment. Et le livre a été plutôt bien accueilli. Le sujet, parce que justement, j'essaie de pas parler politique, j'essaie de parler information, de saisir des informations, de saisir des faits. Et d'avoir un message vraiment d'empathie et un petit peu aussi peut-être que j'ai une couverture artistique, c'est-à-dire le fait que les images soient
dans une démarche artistique, etc., me couvre peut-être un petit peu aussi. Mais j'ai pas eu pour le moment l'occasion de m'intéresser au côté ukrainien, ce que j'aimerais beaucoup faire. Donc les groupes paramilitaires, je suis pas très au courant. Et l'idéologie spontanée des rédactions, ça serait un très vaste sujet. C'est dommage qu'on n'ait pas pu plus en parler. Ensuite, c'est aussi que c'est quelque chose, je pense, il y a un malaise en Europe par rapport à cette question-là. Aujourd'hui, on est mal à l'aise. On a tellement parlé du nazisme, et je pense qu'aujourd'hui, ça met très mal à l'aise de se dire qu'un pays ukrainien, un pays comme l'Ukraine, qui est à l'ouest, qui se revendique d'un rapprochement avec l'OTAN, avec économique avec le reste du pays, pourrait voir surgir des tendances fascistes ou néo-nazis, etc. De dire parce qu'aussi il y a des intérêts de conserver un antagonisme avec la Russie ou avec différents pays, etc. Du coup, on veut médiatiser le conflit d'une certaine manière. Je saurais pas dire exactement pourquoi. Peut-être que les gens aussi sont moins politiques avant, se saisissent moins de ces sujets-là, manifestent moins pour ces questions-là internationales que c'était peut-être qu'il y a 40 ans ou qu'il y a 30 ans, etc. Je saurais pas trop dire pourquoi est-ce que précisément on se... Bah si, enfin quand on en parle, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on va médiatiser de façon extrêmement biaisée. Alors bon, en tout cas jusqu'en 2015, après on l'a totalement passé sous silence. Le conflit, on va y apporter aucune complexité et on va parler de terrorisme russe. Il a été médiatisé ce conflit, à effet de façon biaisée. Alors regardez, Benoît Wittkin a sorti Donbass, il a eu le prix Albert Londres. À retrouver dans toutes les bonnes bibliothèques. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Non, mais